Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être là. Donc, Aurélie Le Gallais, je vous souhaite la bienvenue à tous pour cette vidéo sur la gestion du risque amiante. Sachant que c'est notre première vidéo technique, puisqu'on a vu la considération de la vision aujourd'hui, on a décidé très régulièrement d'apporter des points techniques aux organismes qu'on a appelés les visio MH. Donc, je souhaite la bienvenue à tous pour cette réunion-là. Vu les enjeux, et donc merci beaucoup à Philippe Chalagui et à Alban Charrier d'être parmi nous, d'avoir accepté de présenter donc, cette thématique-là aux organismes aujourd'hui, sachant que notre souhait aussi, c'est d'avoir une pérennité sur cette thématique-là, vu les enjeux sur la formation notamment. Donc, je laisse, c'est Alban Charrier qui commence, donc je laisse Alban faire sa présentation. Merci encore. Je vous en prie. Bonjour à tous et à toutes. Donc normalement, vous voyez la présentation. Donc, Oui. alors, effectivement, par rapport à ce que je vous propose qu'on aborde, ça va être, il y a une première partie relative à tout ce qui est le rappel des principales étapes de la réglementation pour refaire un petit point succinct sur la réglementation amiante, une identification de l'impact pour l'activité des organismes de logement social, mais qui a déjà été un peu dévoilé. Je vous présenterai, et vous l'aurez effectivement dans la présentation avec les liens associés, les ressources internes USH, mais aussi externes, les principales ressources intéressantes sur ce sujet-là qui vous permettront soit de répondre à vos questions, soit de progresser dans cette démarche-là. Et comme c'est un sujet qui est complexe et qui est plutôt relativement négatif, il y a quelques quand même bonnes nouvelles, puisque la filière, la construction, s'est quand même très fortement investie ces dernières années sur ce sujet-là pour apporter des réponses aux propriétaires, aux entreprises. On fera une présentation de la réponse de la filière à cette problématique amiante. Donc pour commencer, la réglementation amiante, un sujet, mais ça vous le savez, qui est extrêmement complexe. Il est en particulier complexe parce que c'est une réponse réglementaire qui touche, qui est multiple et qui concerne 4 codes concernés. Donc le code de la construction et de l'habitation de manière importante, le code du travail dans nos rôles d'employeur et pour les entreprises en particulier, le code de l'environnement, relatif plutôt à la gestion des déchets, et le code de santé publique qui va définir les principales obligations du propriétaire. Et en plus de ces 4 codes, ce qui est déjà complexe, on a aussi un nombre significatif de guides et de normes portés par la Direction générale du travail, par l'INRS, par les CARSAT. Donc, ce qui rend extrêmement compliqué pour un bailleur d'avoir une vision complète et synthétique de la problématique de réglementation amiante. La réglementation amiante, c'est aussi un sujet qui évolue de manière assez récurrente et depuis une période longue. Donc, les principales dates, la première réglementation sur l'amiante, c'est un décret de 96, donc c'est le décret 96-97, donc publié en 96, qui était lié au repérage des flocages, calorifugés et faux plafonds. C'est le début de la réglementation amiante en France. On a la date emblématique de 1997 que vous connaissez tous, qui est l'interdiction de l'amiante en France. Et depuis, on a des évolutions assez régulières. 2011, en Code de santé publique, où là, on va voir apparaître les obligations relatives à la protection de la population contre le risque sanitaire lié à l'exposition de l'amiante dans les immeubles bâtis. Ça va être le cœur de notre réglementation par rapport à nos obligations de propriétaire. On a après 2012, Code du travail et Code de l'environnement, où là, c'est plutôt les textes qui vont impacter les employeurs. Donc, employeurs-bailleurs, on le verra un peu plus tard quand on a une régie, ou en tout cas, employeurs et vos prestataires et partenaires qui interviennent sur votre parc, ils sont soumis au Code du travail et donc aux arrêtés du 23 février 2012, qui parlent de la formation et de la prévention au risque. En 2012, des premiers arrêtés circulaires relatifs au stockage et à l'élimination des déchets d'amiante. Après, il y a eu des évolutions de ces textes-là. J'ai remis un point sur 2017 qui est extrêmement important, qui est le décret du 9 mai 2017, qui est relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations de travaux. Et là-dedans, on a différents domaines, dont le domaine des immeubles bâtis,
qui impactent bien évidemment les bailleurs sociaux. Le décret en 2017, l'arrêté d'application en 2019 et 2020, vous avez on a communiqué, l'USH communiquait sur ces textes-là, l'arrêté du 16 juillet, qui est l'arrêté repérage, qui définit enfin dans la réglementation les obligations de repérage amiante avant travaux, avec quelques péripéties sur cet arrêté qui avait été attaqué, et donc un arrêté modificatif, l'arrêté du 23 janvier 2020, qui a permis de modifier et de sécuriser l'application de l'arrêté du 16 juillet 2019. Voilà où on en est en termes de réglementation. Les évolutions à venir. Alors, il y a encore quelques arrêtés qui paraissent sur la partie RAT, mais qui impactent moins les bailleurs, puisque c'est plutôt, il y a eu l'arrêté sur toutes les installations ferroviaires, les installations, tout ce qui va être plutôt bateau, avion. On a aussi qui est paru très très récemment sur la partie équipement et de production, donc plutôt industrie. Et on a quelque chose qui est à venir, qui vous impactera, qui impactera les bailleurs. Alors, pas partout, puisque c'est fonction de la présence, c'est l'amiante terrain naturel. Dans le cadre du décret de 2017, on a un domaine qui s'appelle génie civil et terrain amiante naturel. Et donc, potentiellement, dans un avenir proche, on aura des obligations de repérage amiante des sols en fonction d'une carte qui est en cours de définition. Voilà sur la réglementation amiante. Donc, l'impact de cette réglementation pour les OLS, pour les organismes de logement sociaux, c'est une problématique qui touche l'ensemble de l'activité des organismes, l'activité de bailleurs, enfin de propriétaires, bailleurs, vendeurs, voire occupants, l'activité de donneurs d'ordre et l'activité d'employeurs. On va redétailler un peu après ces éléments-là. Pour l'activité de propriétaire, vous le connaissez et c'est un des travaux que Socotec peut faire certainement avec vous, c'est la réalisation des diagnostics amiante partie privative, le dossier technique amiante, le repérage avant démolition, le repérage avant vente. Dans notre activité de donneur d'ordre, donc dès que vous passez des commandes de travaux sur un bâtiment dont le PC a été déposé avant le 1er janvier 1997, vous avez cette obligation du repérage amiante avant travaux, le RAT. On l'a évoqué, donc c'est l'arrêté du 16 juillet 2019. Vous avez la qualification de l'intervention, on le verra un peu plus tard. C'est de la responsabilité du maître d'ouvrage de définir la qualification de l'intervention, SS3 désamiantage, encapsulage ou SS4, intervention susceptible de libérer des fibres d'amiante. Et enfin, la gestion des déchets. Le donneur d'ordre est responsable de la gestion des déchets. Un focus sur la qualification de l'intervention. La qualification d'une intervention SS3, SS4, ça a des impacts extrêmement forts. Si c'est SS3, ça va vous obliger à avoir une entreprise certifiée, d'avoir des modes opératoires, de déposer un plan de retrait, enfin, de faire déposer par l'entreprise un plan de retrait, etc. Et une gestion particulière des déchets. Et vous avez, par contre, en SS4, d'autres obligations, une entreprise qualifiée, des salariés formés, des modes opératoires validés, et là encore une gestion de déchets. Et donc, il est très clairement, dans le code du travail, cette définition entre sous-section 3 et sous-section 4 est de la responsabilité du maître d'ouvrage, donc du donneur d'ordre, donc du bailleur, avec les deux schémas, les deux schémas publiés par la DGT qui sont censés accompagner les maîtres d'ouvrage pour faciliter le travail de définition, avec des frontières assez complexes sur les opérations de réhabilitation en particulier, où on peut avoir à la fois de la SS3 et à la fois de la SS4. D'ailleurs, c'est en partie ces difficultés-là qui ont aussi poussé la filière construction, on le verra un peu plus tard, à travailler sur la SS4. L'amiante, ça a aussi un autre impact pour les OLS, l'activité d'employeur, et en particulier pour les employeurs qui disposent d'une régie de travaux. Et là, on retrouve les obligations de formation. Les salariés intervenant sur l'amiante ont des formations obligatoires, les obligations d'équipement et de maintien en l'état et de contrôle de ces équipements, en particulier les masques. L'obligation pour l'employeur de mettre en place des process d'intervention en mode opératoire, avec une estimation du niveau d'empoussièrement pour définir les MPC, donc les mesures de protection collective, mais aussi les mesures de protection individuelle à mettre en face du risque. Et là aussi,
le travail de la filière construction va apporter des solutions assez importantes et faciliter le travail pour les bailleurs, enfin pour tout employeur en général et pour les bailleurs en particulier, avec des modes opératoires, en tout cas des processus types qui ont été dont l'empoussièrement a été mesuré pour donner de l'indication à l'ensemble des entreprises. Et bien évidemment, si vous êtes employeur et que vous avez une régie, que vous faites des travaux sur des matériaux susceptibles de libérer des fibres d'amiante, vous avez la problématique de la gestion des déchets amiantés. Donc il y a des réponses différenciées et adaptées aux spécificités de l'organisme et son contexte d'intervention. Par rapport à ce sujet-là, on voit chez les bailleurs différentes stratégies pour traiter la problématique amiante. Sur la partie travaux, vous avez soit la sous-traitance à un tiers, donc à un prestataire qui va porter ses obligations de responsabilité d'employeur, mais il y a quand même des sujets à vérifier, à regarder par le bailleur, ou à l'inverse la régie, où là vous portez la responsabilité de l'employeur. On voit aussi se développer chez un certain nombre de bailleurs soit une gestion interne avec le recrutement ou la formation d'un référent interne amiante qui va traiter ce sujet-là au sein de l'organisme, soit aussi de nombreux bailleurs font appel à de l'assistance à maîtrise d'ouvrage sur cette problématique amiante pour les accompagner sur les cas complexes. On le voit plus souvent sur les opérations de réhabilitation en milieu occupé, où il peut être intéressant d'avoir des professionnels qui peuvent discuter avec l'entreprise, voire avec les CARSAT et les DREST. Enfin, il y a des stratégies différenciées aussi sur l'action par rapport à l'amiante, avec des stratégies de retrait, soit lors de la relocation, soit lors de réhabilitation, ou plutôt des interventions en SS4. Voilà sur un résumé extrêmement rapide de la réglementation et de l'impact pour les bailleurs de la réglementation amiante. S'il y a des questions, on peut les prendre maintenant, ou autrement j'aborderai directement les ressources. Je ne sais pas, Thierry, s'il y a des questions. J'avais pour ma part une question. Compte tenu de ton expérience, est-ce que les organismes ont plutôt un réflexe de travailler en régie quant à la formation et à l'intervention, ou plutôt à soumissionner, si j'ose dire, à des professionnels compte tenu de l'évolution constante de la réglementation et des techniques d'appréhension? Alors, ce qu'on a vu, hein, je pense que la prise de conscience sur l'amiante et l'évolution récurrente de la réglementation, comme tu le dis, a été un des accélérateurs sur le retrait des bailleurs de l'utilisation de régie. On a encore quelques bailleurs, on a des bailleurs qui ont des régies, où il y en a certainement autour de la table, ou en tout cas dans la salle, mais ça a été un frein assez fort au déploiement des régies, au développement des régies, voire même un accélérateur de l'arrêt des régies. Les quelques bailleurs que je connais avec des très très grandes régies, ils le font avec en fonction du contexte, j'ai en tête Territoire Habitat, qui est à Territoire de Belfort, qui a une régie extrêmement importante, qui fait beaucoup d'interventions d'entretien et de maintenance au sein des logements. Et quand on évoque ce sujet-là, donc ils se sont formés à l'amiante, ils ont mis en place toute une démarche relative à l'amiante, avec le référent technique, des formations, etc., et des équipements, y compris des chantiers de mesurage pour valider leur mode opératoire. La raison, c'est dans leur territoire d'intervention, il y a des manques assez flagrants de prestataires. Et ils ne trouvaient pas, pour répondre à leurs besoins, des prestataires en capacité de faire. Donc, ils ont continué leur régie. Après, on a aussi beaucoup d'exemples où les régies ont été dirigé et concentré sur des opérations, on n'a pas de problème amiante. Des régies ont été plutôt redirigées vers les espaces verts ou vers des interventions qui ne nécessitent pas une intervention amiante. Et puis on a le cas intermédiaire où le bailleur a conservé sa régie. Par contre, il fait intervenir sa régie pour les bâtiments après 97, là où il n'y a pas de problématique amiante, ou pour les bâtiments où il a identifié l'absence d'amiante. Voilà. En tout cas, voilà, la réglementation amiante et l'amiante en général est plutôt une contrainte qui a diminué l'usage des régies dans le monde HLR. En tout cas, moi, c'est la vision que j'ai par rapport aux connaissances que j'ai du parc national. Je ne sais pas si chez les participants, il y a une vision différente, mais si c'est le cas, je suis preneur d'échanger. Alors là, il y a une question donc, qui est la suivante. Donc, si la régie n'intervient
que là où il n'y a pas d'amiante, que faut-il leur donner comme information spécifique? Ce qui est fait assez souvent par les bailleurs, c'est quand même une sensibilisation au risque amiante. L'intérêt qu'on peut avoir tous, c'est que l'ensemble de nos équipes aient une connaissance, une sensibilisation. On n'a pas d'obligation de formation si on n'intervient pas sur l'amiante. Par contre, qu'on ait une connaissance du risque, ça peut être intéressant pour être une vigie en cas de difficulté. Donc, on doit, à notre avis, enfin moi, ce qu'on peut proposer, c'est on doit sensibiliser quand même le risque. Par exemple, leur indiquer que c'est pour les bâtiments avant 97, pour qu'ils soient sûrs que si, par exemple, par erreur, on les envoie sur un bâtiment ancien, qu'ils aient le réflexe de se poser la question. Leur faire peut-être un point sur les difficultés qu'on peut rencontrer là où il y a des matériaux les plus risqués, etc. En tout cas, une sensibilisation à la problématique amiante semble malgré tout une bonne chose. D'accord. Une autre question? Non. Non. Pas de question pour l'instant. Tu peux Je vais poursuivre sur la partie ressources. Donc là, il va y avoir il y a la partie ressources internes Union, enfin USH, mais pas que. Hein, il y a aussi, vous verrez la page d'après, des travaux faits par des confrères un peu partout en France. En termes de ressources, vous avez toujours accès. Vous le verrez, il y a un lien il y aura le lien sur la présentation. On a mis en place un réseau, un espace collaboratif technique qui est accessible à tous les collaborateurs des bailleurs sociaux, qui est accessible depuis le site internet de l'USH. Et sur cet espace collaboratif, régulièrement, toutes les semaines, on met les actualités. Et vous avez un moteur de recherche et des mots-clés qui vous permet d'avoir toute l'actualité sur l'amiante si vous cliquez sur le mot amiante. Et vous recevez aussi, les gens qui visitent le site reçoivent après, une fois par semaine, le lundi matin à 10h, un mail avec la liste des nouveautés et des actualités. Vous y retrouverez des actualités, alors là on parle de l'amiante, mais je pense que ça peut aussi intéresser. Hein. Il y a des actualités sur le DPE par exemple, qui est vraiment une actualité aujourd'hui. Voilà. Donc vous avez l'espace collaboratif qui vous permet d'être tenu à jour sur les évolutions réglementaires en particulier, voire sur d'autres informations. Vous avez sur le site de l'espace de l'Union, l'espace ressources de l'Union sociale, vous avez une note qui avait été faite en 2019 pour expliquer l'arrêté repérage amiante avant travaux. Donc là, ça vous décrit toutes les contraintes et les obligations. Vous avez Excusez-moi, je voudrais dire que nous ferons suivre aux organismes, à tous les organismes, notamment aux participants, bien évidemment, tous les liens possibles et les documents en ligne sur le site de l'Union, et bien évidemment, ce dont tu parles quant à cette lettre régulière. Voilà. Vous avez trois cahiers repères. Donc le cahier repère 157, très très bien fait. Je le dis d'autant plus facilement que c'est pas moi qui ai participé, parce qu'il est antérieur à mon arrivée. Mais vous avez donc il date de 2014, il est en cours de remise à jour. Mais voilà, il y a les fondamentaux sur la réglementation amiante, donc principalement hein, 2012 et 2011 code de santé publique, 2012 code du travail. Vous avez la totalité des éléments et deux autres cahiers repères qui sont un peu plus annexes, mais qui est un vrai sujet que vous devez rencontrer, une réflexion sur les systèmes de gestion de données. La difficulté qu'on a avec l'amiante, c'est la gestion de la donnée. Après avoir fait, vous faites des DTA, des DAPP, des RAT, vous avez un maximum de données, et comment on arrive à gérer cette donnée-là pour éviter de refaire des repérages là où on en a déjà fait, et comment on peut gérer cette information. Et vous avez aussi le sujet de la prise en compte de la question amiante dans les contrats d'assurance et la gestion des sinistres, qui est un point particulier. Ça, c'est les ressources mouvement HLM, en tout cas USH. Là, vous aurez aussi des ressources qui ont été faites par des bailleurs ou des associations régionales, et principalement, on le verra dans le cadre des projets de la filière construction pour essayer de limiter au maximum les risques. Et là, vous allez retrouver des chantiers très opérationnels et très concrets où les bailleurs se sont réunis pour faire des tests d'empoussièrement, pour vérifier qu'on a des solutions faiblement émissives. Et vous retrouverez c'est ce qui a permis de développer hein, toutes les solutions de type percement gel, par exemple, percement avec aspiration. Les bailleurs se sont réunis, ont testé. Ça a permis d'influer aussi un peu sur la doctrine de la DGT par rapport à la SS4. Donc vous en avez ces deux rapports-là, le rapport de l'Île-de-France, le rapport des Hauts-de-France.
Vous avez un cahier aussi qui a été fait par l'Association régionale de Rhône-Alpes en partenariat avec l'ARS, l'OPBTP, la CARSAT et l'USH, qui est un document qui est centré sur les travaux d'entretien courant dans les immeubles d'habitation, qui a été mis à jour en 2020. Il a l'avantage de poser un peu les questions qu'un bailleur doit se poser. Il a en annexe là aussi toute la ressource réglementaire avec tous les textes, arrêtés, décrets, guides, notes DGT, etc. Donc en un document, vous avez quand même pas mal d'informations. Et vous avez enfin une publication qui a été faite par la région PACA-Corse, la CARSAT, la Direct, l'OPBTP, et plutôt avec cette idée de réfléchir sur... alors c'est beaucoup plus succinct, mais c'est lié à quelles questions on se pose dans la réalisation de travaux d'entretien et de maintenance dans un parc HLM. Sachant qu'il n'y a quand même pas ou peu de différence parc HLM, parc privé. On est même, enfin, les bailleurs n'ont pas à rougir de leur prise en compte de cette problématique par rapport au parc privé. C'est reconnu, y compris par la Direction générale du travail et par l'OPBTP et les CARSAT. On est plutôt en avance sur ce sujet-là. Ça, c'est les ressources mouvement HLM, donc c'est l'apport des bailleurs. C'est des investissements non négligeables, hein. Les projets Hauts-de-France et Île-de-France, c'est de l'ordre de 400 ou 500 000 euros d'investissement par un groupe de bailleurs, donc financé aussi par l'État et par la CG2LS, pour apporter des solutions techniques à l'ensemble des maîtres d'ouvrage. Et là, je vous ai mis 3 ressources. Alors, j'ai un petit souci sur l'affichage, ça ne devrait pas être là. Vous avez les trois sites importants où vous pouvez trouver de l'information extrêmement précise. Le site de la DGT, Direction générale du travail, ils ont un onglet amiante, et là vous retrouvez toute la réglementation, et ce qui peut être extrêmement intéressant, c'est les lettres de la DGT, donc c'est la doctrine, et c'est l'interprétation éventuellement de la réglementation. Il y a des questions-réponses. Vous avez le site de l'INRS, donc là qui est un organisme associé au CARSAT, hein. Là aussi, vous avez beaucoup de documentation sur la problématique amiante. Et enfin, vous avez le site de l'OPBTP. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'utilisent. Donc là aussi, qui a beaucoup de données sur la problématique amiante et qui a l'avantage aujourd'hui maintenant d'avoir un service questions-réponses. Vous pouvez poser une question à l'OPBTP via ce site-là. Il vous rappelle s'il le considère nécessaire, ou en tout cas, il y a toujours une réponse écrite. Oui. Je ne t'entends pas, Thierry. Il y a une question. Non, c'est la question de tout à l'heure. Ah, c'est la question de tout à l'heure. Excusez-moi. Ok, voilà. Donc, le site de l'OPBTP, il est vraiment très bien fait, et en plus, vous avez, si c'est une question complexe, vous pouvez avoir un échange avec un ingénieur prévention, c'est gratuit, et il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Voilà sur les ressources USH, les bonnes pratiques des bailleurs qui ont été formalisées à travers des publications, et les 3 principaux sites sur lesquels on peut se servir pour avoir de l'information et être à jour sur la réglementation. Voilà sur la partie assez rapide de présentation de l'impact de la réglementation amiante pour les bailleurs et des ressources qu'on peut apporter. Et on doit partager le constat quand on a fait, pour information, moi je suis un ancien bailleur, directeur de patrimoine d'un patrimoine de 30 000 logements. Donc j'ai, certainement comme vous, vécu l'arrivée de l'amiante et la difficulté de continuer notre métier en présence de cette contrainte-là. Et donc, on a mobilisé USH, la filière construction et prévention, donc la FFB et la CAPEB, qui sont les fédérations professionnelles de vos partenaires, et l'OPBTP, pour essayer d'apporter des solutions concrètes. On a une réglementation complexe, difficile à appliquer. Vous devez être confronté, comme tous les bailleurs, a aussi la difficulté d'avoir des prestataires qui ont une bonne connaissance du sujet. Et on avait fait le constat que, à la fois sur la partie construction, réhabilitation, le sujet amiante était à peu près traité, puisque dans vos grosses opérations de réhabilitation, vous avez des équipes de maîtrise d'œuvre, vous avez un CSPS, vous avez assez souvent des contacts avec les CARSAT et les directs. Et donc, le sujet amiante étant encadré par pas mal de professionnels, on savait
Alors, c'est pas simple, mais on avait quand même des éléments pour le traiter. Et par contre, on avait fait le constat qu'à l'inverse, sur les petites interventions ponctuelles, l'entretien courant, des remplacements de différents composants, en face, on n'avait souvent pas toujours de CSPS, on n'avait pas toujours de maîtrise d'œuvre, et donc on n'avait que nos partenaires entreprises, avec un niveau de connaissance et d'adaptation au risque amiante qui était relativement hétérogène. Fort de ce constat-là, donc l'État, OPBTP, Direct et NRS ont lancé la démarche Carto Amiante, qu'on va présenter un peu plus tard, qui a pour but de donner de créer une base de données de référence intégrant des mesures d'empoussièrement, des niveaux d'empoussièrement, pour des processus d'entretien courant et de maintenance. Il existe la base Schola Amiante pour les désamianteurs, où là on est vraiment sur du désamiantage, mais dans des conditions très particulières de protection. Il manquait, pour pouvoir estimer le risque, une base de données SS4. Donc ça, c'est le projet Carto Amiante qu'on va présenter un peu plus tard. Pour alimenter ce projet Carto Amiante, l'USH avec des bailleurs volontaires et donc les organisations professionnelles FEB-CAPEB ont postulé et ont été retenus dans le cadre du plan de recherche-développement amiante pour faire des mesures concrètes sur le terrain pour pouvoir alimenter la base Carto. Et une fois que la base Carto est alimentée, la FFB, la CAPEB et l'OPBTP, dans le cadre du programme PACT, ont décidé de développer un outil qui s'appelle les règles de l'art pour donner accès à toutes les entreprises de France aux résultats de la campagne Carto, avec un résultat qui est contextualisé, expliqué et des processus décrits pour que l'entrepreneur qui n'a pas souvent la petite entreprise qui n'a pas la capacité soit de se payer un assistant pour l'aider, soit d'avoir suffisamment de personnes ou un référent technique, il va retrouver des solutions simples, décrites et en plus validées par des mesures. Donc ça, ce triptyque-là permet d'apporter des solutions très concrètes et réduire le risque amiante dans nos patrimoines. Là, on va détailler un petit peu les trois éléments. Donc, la mise au point processus technique innovant SS4, je l'ai un peu dit, l'objectif c'était de mobiliser l'ensemble de la filière, en particulier les bailleurs sociaux, les artisans et les PME qui intervenaient dans ce domaine. Vous avez tous dû entendre l'amiante c'est trop compliqué, je ne sais pas faire, je ne veux pas faire. Donc là, c'était mobiliser pour trouver des solutions simples. C'était répondre à l'enjeu des interventions d'entretien courant et de maintenance, puisque là, c'était avec l'arrivée du RAT, on a l'obligation de prendre en compte ça, et c'est extrêmement difficile puisque c'est sur un public très hétérogène. C'était apporter des solutions innovantes, simples, qui nous permettent de mettre en œuvre les politiques publiques. La transition énergétique, l'accessibilité des immeubles existants, le déploiement numérique. Très clairement, pour déployer la fibre optique, on va percer éventuellement dans des gaines, on va percer dans des recoupements de gaines qui peuvent être en fibrociment amiante. Si on n'a pas de solution technique, on va avoir du mal à déployer notre réseau numérique. Pareil pour la transition écologique, on va changer nos fenêtres pour mettre des fenêtres plus performantes. Si on a une fenêtre avec un mastic amianté, si on n'a pas de solution, on va être obligé de passer en SS3. C'est tout de suite beaucoup plus compliqué, plus cher et ça a un impact sur le locataire et ça peut réduire notre capacité à intervenir. Voilà. Donc trouver des solutions simples. Et on l'a déjà dit, c'était apporter à Pacte et à Carto des solutions et des évaluations réelles. Et on verra que ça dédramatise un petit peu le sujet de l'amiante. Donc 3 régions se sont particulièrement investies, l'Île-de-France, la région Hauts-de-France et 2 bailleurs sur Rhône-Alpes. On voit 159 chantiers. Donc il y a eu 159 chantiers SS4 qui ont été créés ex nihilo pour mesurer certains processus. Vous l'aurez en détail, hein, mais voilà, les principaux processus, il y a 2 slides sur les processus. Ce qui a été testé, c'est les principales interventions que vous pouvez vivre dans l'entretien courant. C'est le percement, je perce avec une aspiration. Alors, je perce un mur, je perce un sol, je perce une faïence avec une colle amiantée, je perce un sol amianté ou avec un sol avec colle amiantée, je perce un mur avec un enduit éventuellement amianté. Et après, je perce avec une protection collective qui est l'aspiration ou je perce avec une protection collective qui est le gel.
Donc ça, c'est pour répondre à l'activité de maintenance courante. Je dois poser une barre de seuil sur un sol amianté. Je dois mettre une barre d'appui pour une personne âgée dans une salle de bain sur la faïence sur le mur d'à côté. Des choses extrêmement simples, mais qui potentiellement ont un impact. Après, il y a tout ce qui va être testé, ce qui a été testé, tout ce qui va être, par exemple, on le voit en bas, le dépôt d'une fenêtre. J'ai une fenêtre, un vitrage cassé, il y avait un mastic amianté, je dois gratter pour retirer la fenêtre, les restes de fenêtre cassée et remplacer. Comment je fais? Tout ce qui va être recouvrement, je remets un coup de peinture sur un mur qui est amianté, je dois avoir en théorie une protection, etc. Donc on a testé l'ensemble de ces différents processus. Vous aurez, il y a beaucoup d'autres informations, mais pour que la présentation soit pas trop longue et trop indigeste, on a masqué quelques slides, mais bien évidemment, dans la présentation, vous aurez la totalité et un peu plus de détails sur les interventions. Donc ça, c'est l'amont du sujet. On fait des tests réels, on mesure. Pour que ça soit irréprochable et pour que ça ne soit pas contestable par les autorités, ça a été fait sous le contrôle de l'OPBTP. L'OPBTP envoyait un superviseur, donc les tests ont été faits, donc c'est des tests qui durent à peu près 1 heure, pour qu'on puisse savoir, ça c'est des questions scientifiques, il faut qu'on fasse un prélèvement d'air qui dure un peu plus d'1 heure pour avoir une sensibilité analytique qui permette de définir le nombre de fibres que l'on a. Et c'est en particulier lorsqu'on a très très peu de fibres émises, il faut qu'on ait ce temps-là minimum pour pouvoir émettre pour que le laboratoire puisse donner un résultat. Et donc chacun des chantiers a été fait sous la supervision d'un salarié, soit de la CARSAT, soit de l'OPBTP. Donc les chantiers étaient filmés, les chantiers étaient surveillés par un ingénieur préventionniste. La mesure de l'empoussièrement n'était pas faite par le bailleur, mais bien par l'OPBTP pour que ça soit indépendant. Et en plus, l'OPBTP faisait un prélèvement après le chantier, à l'endroit où le chantier a été réalisé, pour s'assurer qu'il y avait bien de l'amiante. Et grâce à ces éléments-là, ça a permis que ces chantiers-là rentrent dans la campagne Carto et soient validés par l'INRS, la DGT et l'OPBTP. Donc la campagne Carto, c'est une initiative du Conseil national, du comité national de l'OPBTP avec les entreprises du BTP. Et l'objectif, c'était, avec le nouveau contexte réglementaire et l'obligation de procéder à l'évaluation du niveau d'empoussièrement sur l'ensemble des processus de travail, il fallait une base de données officielle, validée et la plus proche de la réalité. La difficulté qu'on avait avant Carto, c'est que pour avoir une estimation d'un processus, on n'avait qu'une base de référence qui était la base de Schola amiante. Mais la base de Schola amiante, c'est une base des amianteurs. Et donc, on ne trouvait pas les percements, on ne trouvait pas les petites interventions de maintenance. Et les niveaux d'empoussièrement de Schola amiante sont toujours un peu plus importants puisque c'est bien une démarche je dépose le matériau amianté, donc je crée de l'émission, ce qui est un peu moins grave puisque je suis dans un univers confiné avec une dépression, avec des équipes qui sont sous protection respiratoire. Donc là, l'objectif, c'était bien de trouver une base qui est le plus adaptée à la réalité de l'intervention de maintenance. Ce qui remontait de la part de la profession, c'est que faire un chantier test, c'est extrêmement coûteux, c'est compliqué, c'est très technique. Donc, on avait des difficultés techniques à réaliser, donc il fallait aider les entreprises à le faire. Il y a des spécificités de mesurage, je l'ai expliqué sur les chantiers de courte durée. Pour faire un chantier, pour faire une mesure sur opérateur, il faut au minimum 1 heure d'intervention. Or, quand vous posez une barre de seuil et que vous faites que 2 trous sur un sol amianté, ça dure 1/4 d'heure. Et donc, en 1/4 d'heure, on n'a pas la capacité de faire la mesure qui pourrait être acceptée. C'est pour ça que l'USH et les bailleurs ont proposé de faire des chantiers tests organisés. Et typiquement, sur le mode opératoire percement d'un mur, l'opérateur qui a fait le test, il est resté 1 heure en zone, il a percé 30 trous. C'est quelque chose qu'on ne fait jamais dans la réalité en maintenance, mais là, pour avoir le temps nécessaire de la mesure, il a fallu percer 30 trous. Et bien évidemment, le manque de données d'empoussièrement qui ne permet pas aux entreprises d'estimer leurs risques. Alors l'objectif, je l'ai déjà un peu dit, c'est établir une cartographie, accompagner la cartographie de conseils pour favoriser le recours aux modes opératoires les plus adaptés et les bonnes pratiques, et concevoir les processus et les protocoles indispensables à la reconnaissance des résultats par l'État. C'est ce que je disais, une supervision par un tiers professionnel,
la vérification de la présence d'amiante, la mesure par un tiers pour s'assurer qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt entre celui qui fait et celui qui mesure. Avec un principe important, c'est on mutualise la donnée, ça coûte cher de faire des tests, donc on donne de la visibilité nationale à ces résultats et on mutualise les résultats. Là, on revoit les partenaires, hein, OPBTP, DGT, INRS. Les grands employeurs du BTP faisaient partie aussi du partenariat. Le résultat, là aussi, vous avez accès, hein, il y aura un lien téléchargement vers le rapport Carto. On est au 2e rapport Carto. Vous avez la description des travaux, l'environnement de travail. Donc, il y a des fiches qui sont pour chacune des situations de travail. On décrit les travaux, l'environnement, l'état du matériau, ce que ça peut avoir un impact sur son niveau d'empoussièrement, enfin d'émission, pardon, la nature des fibres d'amiante observées, la cartographie des résultats, les valeurs de référence et l'annexe qui présente les conditions d'acquisition des résultats. Aujourd'hui, dans le rapport Carto 2, vous avez 11 situations de travail qui ont été publiées, dont 6 nouvelles entre Carto 2 et Carto 1. Vous avez le perçage des dalles de revêtement de sol, le recouvrement de dalles et revêtements de sol, le vissage des vissages sur des dalles et revêtements de sol. Là, typiquement, hein, c'est un processus qui a été porté par l'USH suite à des demandes récurrentes de certains bailleurs en région centre, où la directe imposait aux bailleurs, quand ils passaient sur les chantiers, d'avoir un mode opératoire de dévissage dès lors qu'on était sur un mur amianté ou un sol amianté. Vous verrez, je ne sais pas si on a le résultat, mais dans le Carto, vous verrez bien évidemment le visage des vissages. Ça émet pas de fibres, sauf si on vient gratter le support. On a aussi le décollement de quelques dalles, le perçage de peinture et d'enduit, découpage, démoussage des toitures qui est aussi, et tout ce qui va être perçage et grattage de colle de faïence. Là, c'est le tableau qui sort, qui fait un résumé de ces modes opératoires. Là, on voit le nombre de résultats. Pour que Carto publie les résultats, la demande du comité de pilotage, donc qui est NRS-DGT, c'est qu'on ait 10 répétitions. On s'assure d'avoir fait 10 chantiers avec le même processus pour qu'on puisse publier un résultat. Donc ça, c'est des questions statistiques. Ce qu'on retrouve, c'est qu'en dehors de la toiture en plaque fibrociment démontage, les niveaux d'empoussièrement sont tous des niveaux 1. Et on retrouve assez régulièrement des niveaux d'empoussièrement inférieurs à 5 fibres, qui est le code de santé publique. Avec quelques spécificités, hein, par précaution, le niveau d'empoussièrement présenté, c'est le niveau du percentile 95. Donc on exclut un certain nombre de mesures pour prendre un peu de sécurité. Voilà sur la campagne Carto, accessible directement via le lien, et vous verrez, c'est extrêmement bien fait, et vous avez des informations pour que vos entreprises ou vous bailleurs, quand vous avez une régie, puissiez répondre à votre obligation de définir le niveau de risque et d'estimer le niveau d'empoussièrement attendu d'un processus et d'un mode opératoire. Et après ça, donc l'étape suivante qui a été portée là directement par les fédérations professionnelles des entreprises de travaux, donc CAPEB et FFB, c'était de traduire ce résultat dans un outil qui soit exploitable par toutes les entreprises de France. Donc, de faire bénéficier au plus grand nombre de savoir-faire et les bonnes pratiques, réduire de fait considérablement l'exposition au risque amiante. Si on apporte déjà un mode opératoire qui a été testé à toutes les entreprises, on peut espérer qu'il soit mis en œuvre majoritairement, et donc on va réduire considérablement le risque. Simplifier le travail pour les entreprises qui aujourd'hui avancent difficilement et de manière empirique pour essayer de définir des process et des modes opératoires vers une approche standardisée, avec l'objectif aussi, c'est que tous les salariés, et règle de l'art aussi cet objectif de pouvoir servir dans les cadres des formations des futurs employés du secteur. Si on répète à chaque fois dans toutes les entreprises le même geste, on sait qu'à terme, ça sera un geste métier, il sera connu et appliqué par tous, et donc on va généraliser la protection globale des interventions. Donc, favoriser l'appropriation par les opérateurs, on le verra, réduire les aléas de chantier, les délais et les coûts, hein. Il y a toujours aussi dans cet esprit-là, si on arrive à avoir un geste et un process qui est validé par tous, qui est bien connu, bien compris, on va réussir à faire baisser à terme les coûts et reconnaître le travail par les pouvoirs publics et donneurs d'ordre, assureurs, organismes, etc. La méthodologie, c'est
qu'ont porté la CAPEB et la FFB, c'est des groupes de travail avec des professionnels. Ils ont utilisé que des entrepreneurs, soit des salariés, soit des patrons de PME, pour que ce qui ressort de ces groupes de travail soit des choses extrêmement concrètes et pratiques et pas des modes opératoires théoriques. C'était animé par l'OPBTP et il y avait un comité de pilotage et de validation à terme des propositions des professionnels. L'USH participait à ce comité d'approbation. Là, vous verrez, donc c'est le comité d'approbation justement. Donc ça a commencé en janvier 2020. Il y a encore, c'est un comité qui vit encore, et il y a différents cas qui sont en cours de validation ou qui ont été validés. Vous voyez les partenaires, hein, c'est vraiment très large au niveau de la filière. On a les pouvoirs publics, c'était extrêmement important. On a la DHUP, mais la DGT surtout. Donc c'est opposable entre guillemets aux inspecteurs du travail de France et de Navarre. C'est quelque chose qui est validé par la DGT. On a les prescripteurs, on a des experts de l'agence qualité, on a les assureurs et on a les maîtres d'ouvrage. C'est un site internet. Vous aurez accès en cliquant, il y a accès à tout le monde. Vous avez les différents modes opératoires. Vous avez après une description des modes opératoires avec quels sont les outils nécessaires, comment je prépare mon intervention, comment je fais mon intervention et comment je fais le repli. C'est conforme à la réglementation. Là, la DGT a été extrêmement stricte sur le sujet. Ça peut être encore un peu en décalage avec des pratiques réelles, mais c'est extrêmement bien fait sur une dizaine d'éléments. Là, vous retrouvez donc les bénéfices, hein, je les ai déjà un peu exprimés. Ça prend en compte les valeurs références dans le CARTO, donc on est surtout sur des modes opératoires de niveau 1. Qui facilite quand même les choses. Il y a beaucoup d'illustrations des différentes étapes, l'intervention, le repli, la décontamination, il y a la listing du matériel. Ça aide une entreprise qui n'a pas de connaissances, pas de compétences, qui va être obligée de se former, de s'informer et commencer à travailler et réfléchir sur son opératoire, ça lui apporte des bases extrêmement intéressantes. Voilà, l'objectif, à quoi serviront le carto amiante c'est effectivement réduire les aléas de chantier, les délais et donc les coûts à terme, préparer son intervention et faciliter l'intervention. La liste des matériels, par exemple, ça s'assure qu'en théorie, l'ouvrier qui part en dépannage, il a une facilité de ne pas oublier un des équipements nécessaires et donc il devrait mettre en œuvre le processus comme il le faut. Voilà sur la présentation que je vous fais. Et vous retrouverez aussi dans la présentation, quand vous l'aurez, le lien direct vers l'espace collaboratif de l'USH sur la partie technique qui vous permet d'avoir des informations. Donc, bonjour à tous. Antoine Stevenson, Socotec, donc je suis référent technique national pour le diagnostic immobilier. L'idée là de cette présentation, c'est de brasser les différents types de repérage amiante qui ont des objectifs qui sont différents et des utilités qui sont différentes. C'est beaucoup de choses que vous connaissez, mais ça a l'intérêt d'essayer d'avoir une vue synthétique et de classer en fait les informations que vous avez déjà en grande partie. On peut séparer les différents types de repérage amiante de façon différente. Voilà, on peut les classer. Là, j'ai fait le choix de les classer en 5 catégories. Le repérage obligatoire dans le cadre des ventes, qui est en fait c'est un repérage assez connu et assez simple. Les 2 repérages qui sont ce que la réglementation du travail appelle maintenant les dossiers de traçabilité. Donc, premièrement, le dossier amiante partie privative, le DAPP, et le repérage DTA, dossier technique amiante. Ensuite, vous avez le repérage avant travaux démolition. Donc là, j'en ai fait une seule catégorie. On va expliquer pourquoi plus loin est-ce que je les ai pas séparés, puisque on peut les séparer aussi. Et enfin, le dernier qui est un peu oublié, qui est l'examen visuel après travaux de traitement de l'amiante. Donc maintenant, on va rentrer dans chacune de ces catégories. Tout d'abord, on peut diviser aussi quand même ces différents repérages en catégories par rapport à l'utilité qu'ils en ont. Donc, soit l'exploitation, donc ce qu'on a appelé tout à l'heure les dossiers de traçabilité, DAPP, DTA. Soit ce qui concerne la rénovation, et dans ce cas-là, on aura le repérage amiante avant travaux, l'examen visuel après travaux et le DTA.
puisque une fois qu'on aura fait les travaux, il faudra mettre à jour le DTA. Et puis la démolition, qui, on va voir, en fait, est en train en fait, de rentrer dans le périmètre de la rénovation progressivement. Donc avec le repérage avant démolition. Concernant le repérage amiante avant vente, ce repérage, donc ça va reprendre un peu des choses que Monsieur Charrier a présentées avec les différents codes. Et donc on va voir par diagnostic de quel code chaque type de repérage relève. Le repérage amiante, il relève du code de la construction et de l'habitation, du fait qu'il fait partie de ce qu'on appelle le DDT, le dossier de diagnostic technique, qui est l'ensemble des diagnostics qui sont obligatoires au moment des ventes, donc avec le DPE, les termites, le plomb, enfin bref, vous connaissez ça très bien pour ceux d'entre vous qui s'occupent de ces sujets de vente de biens. Mais l'objectif et la façon dont est réalisé le repérage amiante avant vente, il relève du code de la santé publique. Donc le code de la santé publique établit des listes de matériaux qui sont concernés par tel ou tel type de repérage. La liste A, la liste B et la liste C. Le repérage amiante avant vente, il est fait selon les listes A et les listes B, la liste A pardon et la liste B, et il est fait sans réalisation de démontage ou d'investigation approfondie destructive et sans déplacement de meubles. Donc ça c'est un élément important, c'est que c'est un diagnostic qui n'est pas approfondi. On pourrait résumer ça de cette manière-là. Et il est la responsabilité du propriétaire vendeur. Donc ça peut, un bailleur peut tout à fait être concerné par ça quand il y a des ventes de biens, que ça soit par une transformation en copropriété ou par la cession d'un patrimoine d'une résidence entière à un autre bailleur. Le DAPP, donc dossier amiante partie privative, un des deux dossiers de traçabilité, dit de traçabilité, c'est le grand ancêtre du diagnostic, puisque c'est le premier qui est apparu. Monsieur Charlier en a parlé tout à l'heure en parlant de la date de 96. Donc c'était le décret 96, puis qui a été modifié encore en 96 et remodifié en 97 et qui a donné le nom à ce décret qui était le décret 96-97 et qui avait créé un repérage qui s'appelait le DT, dossier technique, qui consistait à repérer les flocages, calorifuges et faux plafonds. C'est ce que ceux qui sont depuis longtemps dans le domaine, vous connaissiez sous le nom de friables, les matériaux friables, terme qui a disparu. De la même manière, donc ce DT est devenu avec le temps, avec la réglementation de 2012, est devenu le DAPP. Ce repérage est réalisé comme le diagnostic amiante avant vente, sans démontage et ni investigation approfondie. Il est réalisé selon la liste A aujourd'hui, mais beaucoup anticipent qu'il passera en liste A et liste B. C'est lié aussi à des recommandations par le Haut Conseil de la santé publique qui avait été réalisé en 2014 déjà. Donc voilà, mais pour l'instant, c'est uniquement la liste A qui est obligatoire. Question que j'ai soulignée parce que c'est une question qu'on a régulièrement, il concerne les logements uniquement. Et il concerne les logements présents dans un immeuble de logement de plus de 1 logement. La terminologie est réglementaire, donc elle est bizarre, mais c'est pour ça que je l'ai citée. Donc c'est-à-dire en fait dans les collectifs ou semi-collectifs. Donc les maisons individuelles, d'un point de vue strictement réglementaire, ne sont pas concernées, même si elles sont de fait souvent, les DAPP sont souvent réalisés dans les maisons individuelles. Le DTA, dossier technique amiante, normalement, c'est presque le diagnostic que vous connaissez tous le mieux, auquel vous avez le plus à faire, aussi du fait de son ancienneté, hein, puisqu'il existe depuis 2002. Toujours relève du code de la santé publique. Il est également réalisé sans démontage ni investigation approfondie destructive, tout comme le DAPP et tout comme le diagnostic amiante avant vente. Il y a une logique du fait que ces diagnostics relevant du code de la santé publique, on intervient, enfin on cherche les matériaux qui sont uniquement accessibles directement pour les utilisateurs des locaux. Et la particularité de ce diagnostic est qu'il fait l'objet de mises à jour régulières selon l'avis de l'immeuble et selon l'évolution de la réglementation. Donc ça, c'est souvent des points un peu difficiles à suivre pour savoir à quel cas il faut mettre à jour le DTA. Les 4 cas sont soit s'il y a des travaux qui ont été réalisés sur des matériaux qui contiennent de l'amiante, MPCA, donc matériaux et produits contenant de l'amiante. S'il y a une évaluation périodique ou qu'on a réalisé de nouveaux repérages, évaluation périodique, donc c'est évaluation périodique de dégradation des matériaux contenant de l'amiante qui était connue dans le bâtiment et qu'il faut régulièrement réévaluer pour voir si leur état de conservation est toujours le même. En cas de réalisation de mesures d'empoussièrement, qui peuvent être réalisées aussi dans des cas d'obligation. Et la dernière réforme du DTA, qui date de la réglementation de 2012, qui oblige
qui est obligé à mettre les DTA avant février 2021. Donc normalement, tous vos DTA ont tous été mis à jour depuis le début de l'année. Et la particularité de cette mise à jour, c'est qu'elle intégrait les éléments extérieurs au bâti qui n'étaient pas présents dans l'ancienne annexe 13.9. Donc dans l'ex-liste, ce qu'on appelle maintenant liste B, mais qui à l'époque ne s'appelait pas comme ça. Ça s'appelait le non friable. Le repérage amiante avant travaux et avant démolition, qui pour le coup est peut-être plus le cœur des problématiques actuelles et qui relève du Code du travail. Je vous ai mis les références concernant le diagnostic avant travaux et concernant le diagnostic avant démolition en référence sur la diapo pour que vous les ayez. Donc c'est le moment de faire le petit point pour expliquer la problématique de l'avant travaux, l'avant démolition qui sont en train de fusionner. D'un point de vue strictement, encore une fois, réglementaire, aujourd'hui, il y a l'obligation de diagnostic avant travaux qui relève du Code du travail, avant toute opération dans un bâtiment qui peut contenir de l'amiante, donc comprendre tous les bâtiments construits avant 97. Du côté du Code de la santé publique, il y a une obligation de repérage des matériaux et produits de la liste C préalablement à la démolition de l'immeuble. Le problème, c'est que depuis l'arrêté de juillet 2019, Code du travail, qui oblige à faire d'un avant-travaux, tous les travaux sont concernés par le Code du travail, y compris des travaux de démolition. Et d'une certaine manière, la démolition, c'est le plus des travaux qu'on puisse réaliser sur un bâtiment. Ce qui signifie que quand on fait un repérage avant travaux, quand on va réaliser une démolition d'un bâtiment, ça relève des deux réglementations, la réglementation Code du travail et la réglementation Code de la santé publique. Et le plus logique, c'est de faire en fait un repérage avant travaux qui va inclure toutes les obligations du Code de la santé publique. Et à terme, ce qui va se passer, c'est que la liste C va disparaître, que cet arrêté du 26 juin 2013, alors je ne fais pas d'annonce à la place du ministère, mais c'est simplement une logique pure. Cet arrêté du 26 juin 2013 sera supprimé très tout simplement. Et le cas de la démolition quittera complètement la problématique Code de la santé publique et deviendra uniquement géré par le Code du travail. Sachant que de fait, aujourd'hui, c'est beaucoup plus les inspections du travail qui contrôlent les chantiers de démolition d'un point de vue de l'amiante que les autres instances de santé publique. Donc les objectifs, c'est protection des travailleurs, on l'a dit. Ce repérage a beaucoup de noms qui ont été donnés par différentes personnes, RAT, RAAT, RAVT. D'ailleurs, les instances de ER sociaux ont été très prolixes dans les nouveaux noms sur ce pauvre diagnostic. Et donc, la DGT lui a donné un nom à elle. Elle l'a appelé RACO, donc repérage avant certaines opérations, parce que ce terme permet d'englober tous les types de repérage amiante avant travaux, quel que soit le domaine. Parce qu'on connaît bien dans le logement social le domaine du bâtiment, mais comme l'a dit M. Charrier, il y a les autres domaines qui ont aussi des avant-travaux, le ferroviaire, l'aérien, les navires, mais aussi les domaines qui vont concerner les bailleurs sociaux et notamment le génie civil avec les terrains, mais aussi avec les enrobés, donc les parkings, les voies d'accès qui relèvent de la gestion des bailleurs sociaux, qui sont même peut-être parfois la propriété. Concernant ce repérage avant travaux et avant démolition, deux points importants. Le premier, c'est que les... M. Stevenson, oui. Peut-on poser une question? Nous avons une question sur cette première partie. Donc, nous avons une question qui est la suivante. Tous ces documents sont extrêmement lourds, que ce soit en papier ou en numérique. Comment faire pour être conforme quand on a 3 carreaux de faïence à remplacer dans une salle de bain? Donc, on est sur quelque chose de très précis. Alors, la question, c'est que les documents, il y a beaucoup de documents et ils sont compliqués à gérer. J'essaie de bien comprendre la question. La question de la gestion des données, on l'a un peu abordé tout à l'heure, mais c'est une vraie question, c'est une question très complexe. Collecter la donnée, on a commencé à apprendre à le faire tous, et finalement, c'est pas ce qui est le plus compliqué. La gérer derrière, c'est plus compliqué. Et en fait, c'est les solutions informatiques qui sont en train d'être travaillées par toute la filière qui vont commencer à apporter des réponses à ça. Là, si je comprends la deuxième partie de la question en disant quand on a 3 carreaux de faïence, comment c'est quand même compliqué d'arriver. Pardon?
Ah, Moi, bon, excusez-moi, je croyais que vous me parliez. Donc, quand on a 3 carreaux de faïence, c'est peut-être compliqué d'aller trouver l'information au milieu de tous ces documents. J'imagine que c'est ça la question. Et bien là, il y a 2 solutions. Là, enfin, il y a 2 cas. Il y a le cas, paradoxalement, qui est le moins facile, c'est quand on a beaucoup de choses référencées, c'est-à-dire que beaucoup de diagnostics ont déjà été repérés et il faut aller chercher l'information. Et là, là aussi, à terme, ça sera l'informatique qui nous permettra de gérer ça, hein. Encore une fois, il y a des solutions qui sont en train d'être choisies par les différents bailleurs. Et elles sont complexes à mettre en place, mais un jour, on y arrivera. Et après, s'il n'y a pas d'information, un repérage amiante avant travaux ciblé sur les travaux, à savoir remplacement des 3 carreaux de faïence, il y aura l'information exacte dont on a besoin. Alors, il est précisé, la question, c'est vis-à-vis du maçon. Alors, peut-être que je peux. Enfin, moi, tel que je comprends la question, c'est l'impact et la difficulté si on doit changer 3 carreaux, de faire un repérage. Donc, il y a la commande, le diagnostic, le repérage, et après, on traite la problématique. Ce qu'on voit en termes de pratique, ce que certains font, alors c'est à manier avec précaution, puisque vous avez des interprétations directes qui peuvent être différenciées. À minima, si on est sur un bâtiment à 97, si on ne fait pas le repérage, ce qui peut être fait dans certains cas, et c'est prévu dans le cadre du décret de 2017, on a quelques exceptions pour faire des repérages, mais avec des contraintes. C'est-à-dire que si on ne fait pas de repérage, dans les cas d'opération de maintenance, hein, c'est extrêmement encadré par le décret. Il y a une petite note d'ailleurs, il y a eu une présentation qui avait été faite dans le cadre par la DGT sur la bonne compréhension de ces contraintes. Si on ne fait pas de repérage, on se met dans la situation la plus complexe et la plus difficile, c'est-à-dire on se place comme si on était en présence d'amiante. L'entreprise doit intervenir avec un mode opératoire validé, les gars formés bien évidemment, et les protections associées au mode opératoire. Voilà. Ouais. Et c'est ce que peuvent faire certains bailleurs. On ne fait pas le repérage, mais on se met dans la situation de présence d'amiante. Et M. Stevenson présente justement l'extrait de l'article qui traite de ce sujet. C'est ça. Effectivement, il y a des cas d'exception à l'obligation de réaliser un repérage amiante avant travaux. Néanmoins, depuis juillet 2019, le repérage, c'est la règle. C'est-à-dire que si on intervient dans un bâtiment dans lequel il peut y avoir des matériaux contenant d'amiante, donc les bâtiments construits avant 97, la règle, c'est le repérage systématique. Et il y a des cas d'exception qui sont ces 4 cas qui sont listés, donc cas d'urgence, donc c'est l'article 44.12, 97.3 du Code du travail. Les cas d'urgence, cas liés à un sinistre, cas de difficulté de sécurité pour l'opérateur à intervenir. Quand un bâtiment qui va s'effondrer, on prend un risque excessif pour l'opérateur, qui est supérieur même au risque amiante, hein, puisqu'il est plus immédiat. Et voilà. Donc, dans ces cas-là, on peut s'exonérer et on doit considérer qu'il y a de l'amiante et qu'on est dans la situation la plus élevée en termes de risque. Mais du coup, la contrainte est que il y a une obligation d'avant-travaux, en fait, hein, systématique. Il y a une autre question, peut-être? Alors, oui, alors donc c'est plus une réflexion qu'une question. Donc, ces documents étant extrêmement lourds, ça fait un braquage administratif énorme. Oui. C'est tout à fait exact. On peut pas le nier. Et encore une fois, aujourd'hui, le but, c'est d'arriver à simplifier ça pour notamment les bailleurs, parce que vous êtes, comme l'a dit M. Charrier, effectivement, les bailleurs sont en avance sur ces contraintes-là. Il y a des hétérogénéités fortes, on le voit en fonction des régions et en fonction des bailleurs, mais on voit aussi que globalement, pour nous diagnostiqueurs, vous êtes un interlocuteur permanent et vous êtes des donneurs d'ordre importants parce que vous êtes en avance et vous nous taraudez aussi pour vous apporter les bonnes réponses techniques et les bonnes réponses aussi de service. Voilà. Et donc, du coup, on sait qu'on a cette nécessité de développer des logiciels qui vous permettent d'alléger ce travail administratif et d'être capable de trouver l'information et aussi de manière fiable, d'avoir l'information fiable, d'avoir la bonne information au bon endroit. Ce travail-là est un travail qui est... J'en parle parce que je travaille sur ces sujets aussi, hein, mais c'est un travail qui va demander encore quelques années avant d'être réellement efficace, hein, faut être très clair. Voilà,
Voilà, la difficulté étant que la réglementation évolue plus vite que le temps qu'on a pour développer les outils. donc, il y a des outils qui sont en train de se mettre en place, notamment chez Socotec, mais pour de l'accompagnement et de partenariat, mais enfin, c'est en train de se mettre en place. Je pense notamment à la Teambox. Oui, voilà, c'est ça. Il ne faut pas hésiter à revenir vers nous, puisqu'on a, nous, des partenariats chez Socotec avec des prestataires là-dessus pour la gestion de ces données. Mais il y a plein de prestataires qui, je suis sûr, vous démarchent directement. Le point qui me tient à cœur quand même à dire sur ce repérage avant travaux et avant démolition, c'est que c'est un repérage qui nécessite une très grande communication entre le donneur d'ordre et l'opérateur. Les problématiques qu'il peut y avoir avec ces repérages sont la plupart du temps, de mon expérience, la conséquence d'une mauvaise communication. Et c'est aussi le repérage qui demande probablement le plus de connaissances de la personne physique qui va donner l'ordre de mission à l'opérateur de repérage. Il faut qu'il sache ce qu'il commande et les contraintes, en fait. Voilà. Notamment la question du périmètre de repérage, donc sur quoi est-ce que ça s'applique, le repérage, et la question du programme de travaux, qui aussi, on le sait, susceptible d'évoluer, qui parfois évolue une fois qu'on a eu les premiers résultats amiantes. C'est une chose qui est extrêmement importante et qu'il faut garder en tête. L'autre point qu'il faut que les donneurs d'ordre sachent, c'est que, mais en général, le premier point, ils le savent très bien, c'est qu'il y a la question du nombre de prélèvements ne peut pas être décidé par le donneur d'ordre. Et point plus récent qui est apparu et qui a fait l'objet d'une précision dans le QR de la DGT, qui a été, dont M. Charrier aussi a parlé quand il a parlé du site de la DGT, c'est que le donneur d'ordre ne peut pas choisir le laboratoire. Le laboratoire est de la responsabilité de l'opérateur. Ce point du laboratoire est extrêmement important parce qu'il y a aujourd'hui des problématiques de typologie d'analyse dans les laboratoires au niveau de l'amiante, qui sont très très techniques. On a eu des soubresauts encore la semaine dernière à ce sujet, et il faut réellement que le diagnostic et l'analyse soient quelque chose d'intégré et maîtrisé par un seul et même acteur, qui en l'occurrence la réglementation le dit, et l'opérateur. Sur les questions d'analyse, c'est beaucoup la question se posera sur les enrobés. Voilà, si jamais ces choses-là se développent chez vous en termes de prestations, vous verrez que c'est en soi un sujet particulier. Alors, Antoine, je t'interromps une nouvelle fois, donc une nouvelle question. Donc, suite aux dernières évolutions réglementaires, les diagnostiqueurs ne peuvent plus conclure sur simple constat visuel à la présence d'amiante. Je ne comprends pas la logique derrière ce raisonnement. Cela multiplie les diagnostics, déjà très onéreux, entre parenthèses, alors qu'on se positionne dans le sens de la sécurité. Présence d'amiante sur connaissance de l'opérateur, exemple donc comme du fibro. Donc, oui. Alors, c'est la question de l'avant-travaux, du coup. Effectivement, en avant-travaux, en mission travaux, il n'est plus autorisé de considérer qu'il y a de l'amiante dans un matériau sur décision d'opérateur ou connaissance de l'opérateur. Donc, le nombre de matériaux concernés est quand même pas si... Il y a peu de matériaux qui sont dans ce cas-là, qui avant, on pouvait dire qu'ils avaient de l'amiante sur connaissance de l'opérateur, et maintenant, on ne peut plus. Pour faire très synthétique, c'est les fibrociments, tous les matériaux fibres-ciment. Ce qui se passe, c'est il y a plusieurs choses qui ont amené à ça. La DGT n'est pas du tout portée à vouloir augmenter le nombre de prélèvements, bien au contraire. Donc, c'est pas du tout ça qui était dans la tête de la DGT. La première chose, c'est qu'on a fait désamianter, on le sait pertinemment, des choses qui ne contenaient pas d'amiante à cause de cette possibilité-là pour l'opérateur de dire qu'il y avait de l'amiante dans les fibrociments sans faire d'analyse. Il y a de l'amiante dans les fibrociments à 95%, mais il y a les 5% restants. Et la problématique de la DGT, c'est de dire aujourd'hui, faire intervenir des gens dans des conditions de travail extrêmement pénibles, parce qu'un désamiantage, c'est pénible. Les gens qui travaillent dans le désamiantage sont des travailleurs qui ont d'autres problématiques que l'amiante. Ils ont des problématiques de TMS, des problématiques lourdes. Et donc, faire travailler des gens dans des conditions pareilles pour désamianter des choses qui ne le sont pas, ça n'est pas opérationnel. Donc ça n'est pas efficace au niveau de la prévention des risques. Et le risque amiante est un risque, mais il n'est pas le seul. Ça, c'est quand même le premier point. Le deuxième point, c'est pas ce qui a, pour le coup, motivé la DGT, mais en tout cas, c'est ce qui a rassuré les diagnostiqueurs. C'est que nous, diagnostiqueurs, jusque-là, notre mission, on l'a considérée comme étant une mission de prévention, effectivement. Et que donc, si on dit qu'il y a de l'amiante quelque part alors qu'il n'y en a pas, c'est pas très grave. Parce qu'au final, il n'y a pas de risque d'intoxication à l'amiante.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est mis en cause de plus en plus juridiquement quand il y a pas d'amiante et qu'on a dit qu'il y en avait. Et on est mis en cause éventuellement par des donneurs d'ordre à cause des coûts. Et c'est pas négligeable. Et une toiture, faire un prélèvement à 35 €, allez, on va dire, qui coûte 35 € au donneur d'ordre pour peut-être s'exonérer d'avoir, je sais pas, 5 000 m² de toiture amiantée à défaire. Je caricature un petit peu, mais en fait, le jeu en vaut largement la chandelle. Et si surtout la toiture, il y a 5 000 m² de toiture qui sont retirés en sous-section 3 alors qu'il n'y avait pas besoin, et que le donneur d'ordre s'en rend compte, il va nous demander des comptes. Aujourd'hui, c'est systématique. Et enfin, dernière chose, c'est les arrêts de chantier. Quand tu as des amianteurs, tout ce que monsieur Charrier a expliqué sur les chantiers tests qui ont été faits pour les opérations de maintenance, pour les bailleurs, pour les régies par exemple, et ben, ces chantiers tests, ils sont faits par les désamianteurs aussi. Les désamianteurs, ils sont obligés de justifier du taux d'empoussièrement quand ils retirent un matériau selon telle ou telle méthodologie, et ils doivent renouveler ces chantiers tests. Donc il est très fréquent qu'un désamianteur retire par exemple une toiture fibrociment, et il dit: «Bah, je vais en profiter de ce chantier pour mettre des pompes sur mes opérateurs, faire une mesure d'empoussièrement et comme ça valider mon niveau d'empoussièrement sur ce mode opératoire-là», c'est-à-dire le retrait de fibrociment, par exemple. Et donc il fait ça régulièrement, il fait ça et il trouve 0 fibre. Évidemment, parce que ce qu'il est en train de retirer, il n'y a pas d'amiante. Et qu'est-ce qui se passe? Le chantier est arrêté. Et parce que si le mode opératoire n'est pas cohérent, et ben, il faut retrouver là ce qui se passe. Et donc ça a arrêté, on refait des prélèvements, on fait des prélèvements, on se rend compte qu'il n'y a pas d'amiante, et c'est comme ça que le chantier se retrouve à l'arrêt. Un chantier à désamiantage à l'arrêt, vous savez que ça coûte très cher. Chaque journée qui passe, l'équipement immobilisé, les gens qui ne peuvent pas travailler. Et donc toutes ces choses-là ont fait que, vu le coût des prélèvements aujourd'hui, en termes de prix unitaire, et vu le peu de matériaux concernés, il a semblé à tout le monde quand même assez important de ne plus donner cette permission-là dans le cadre des repérages code du travail. Pour ce qui est des DTA et des diagnostics vente et des DAPP, on peut encore, pour les fibrociments, dire qu'il y a de l'amiante sur décision de l'opérateur, enfin, sur connaissance de l'opérateur. Néanmoins, je rajoute quand même un petit point. Cette interdiction-là n'empêche pas qu'on puisse citer un rapport qui a déjà été réalisé. Si on a un document du type un ancien rapport ou un document, une facture par exemple, ou d'achat où on connaît la date, où on connaîtrait ça, ce qui est rare, mais ça pourrait arriver, pourquoi pas, on peut très bien utiliser ces critères-là. Alors, merci. Donc, il y a une nouvelle question de la même personne à la suite. Donc, merci pour ces explications. Pouvez-vous également nous en dire plus sur la possibilité d'avoir recours à des zones de similitude? Est-ce désormais totalement proscrit? Et ensuite, il y a une autre question qui est venue entre-temps, donc un petit peu plus précise. On y viendra après. D'accord. Non, les zones de similitude d'ouvrage, on a tout à fait le droit de. C'est toujours dans la norme, et ça, enfin, c'est même ce terme-là est même apparu dans la nouvelle version de la norme. De fait, c'était comme ça que ça se faisait avant, mais c'était pas exactement le terme qu'on utilisait dans la nouvelle norme et puis aussi dans l'arrêté travaux. La question, elle n'est pas tellement de ce que le diagnostiqueur a le droit de faire ou pas le droit de faire d'un point de vue de la réglementation et d'un point de vue de la norme. La problématique, elle est que l'étendue de ces zones de similitude d'ouvrage qu'on avait comme habitude de faire, c'est-à-dire, par exemple, on va prendre des cas typiques de bailleurs, donc de logement. J'ai prélevé un matériau qui est devenu positif dans un appartement d'une barre d'immeuble et j'extrapole ça à une zone de similitude d'ouvrage présente dans tous les appartements. Ça, c'était des choses qui se faisaient, qui s'est fait pendant des années. Le fait de faire ça, en particulier sur certains matériaux, ça a été montré comme non opérationnel. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les résultats étaient faux, parce qu'il y avait des hétérogénéités entre appartements, y compris sur des matériaux où on aurait pu penser qu'il n'y avait pas de raison qu'il y ait d'hétérogénéité. Je pense par exemple au col noir sous dalle de sol, qui sont des matériaux qu'on a identifiés pendant longtemps comme étant très homogènes et qui en fait, plus le temps passe, plus ils posent des problèmes. Et là aussi, ce cas-là, on s'en est rendu compte sur des chantiers, c'est-à-dire que il y avait des gens qui faisaient du curage et qui avaient des pompes pour des raisons de sécurité ou de test, et donc eux, ils n'étaient pas protégés contre l'amiante, puisqu'ils étaient censés curer des dalles de sol plus col noir négatif, par exemple, et puis ils se sont retrouvés avec des fibres sur leurs pompes.
les pompes qui portaient sur eux. Et donc, on a refait des prélèvements et on se rend compte qu'il y a une hétérogénéité. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, les opérateurs vous disent attention, par exemple, telle société va vous dire moi, les zones de similitude d'ouvrage inter-appartement, je ne les fais pas. J'ai eu trop de problèmes. Voilà. Donc, réglementairement, on peut faire tout ce qu'on veut, quasiment tout ce qu'on veut. Là, ce que la nouvelle norme induit, c'est de faire un certain nombre de prélèvements au sein d'une même zone de similitude d'ouvrage. Donc, dans certains cas, au moins 2 prélèvements. Mais c'est l'expérience des opérateurs qui fait que ces zones de similitude d'ouvrage sont de plus en plus resserrées. Et aussi, pour la raison que j'ai évoquée tout à l'heure, qui est qu'avant, si on était positif, on disait on met positif partout, on ne prend pas de risque. Et maintenant, on prend des risques juridiques puisqu'on nous met en cause pour avoir dit que c'était positif alors que ça ne l'était pas. Parce que notre ZPSO, notre zone de similitude d'ouvrage, était trop large, potentiellement. On nous annonce pour la démolition d'une tour 2000 à 3000 analyses. Est-ce que c'est crédible d'après vous? Une tour d'habitation ordinaire des années 70, bien sûr, un bâtiment classique. Je pense que la réponse précédente a... Oui, c'est toujours très difficile de dire tant d'analyses, ça va pas, parce que ça va dépendre de ce qu'on trouve sur place. Mais ça dépend aussi du nombre d'appartements. Mais de dire que... je vais prendre un autre exemple. Philippe, tu diras ce que tu en penses aussi, mais aujourd'hui, en tant que diagnostiqueur, on nous dit voilà, j'ai un repérage amiante avant démolition qui a été fait sur telle tour, on va dire 20 logements, de telle barre d'immeuble de 20 logements. Et on dit regardez ce qu'il y a et dites-nous si vous pensez qu'il faut analyser moi le document, comme le demande la réglementation. On l'analyse, on ouvre le document, on voit qu'il y a 30 prélèvements qui ont été faits. De suite, on se dit ça va pas. En fait, on est sûr. Le nombre de prélèvements, effectivement, a une tendance à augmenter parce que le degré de précision qu'on demande est de plus en plus fort. Plus on cherche et plus on contrôle, et plus on se rend compte de choses qu'on pensait savoir et qu'on ne savait pas. Maintenant, il est arrivé aussi, à l'inverse, que dans certaines configurations d'immeubles, par exemple, on arrive, c'était un vieil immeuble, les douches, c'est juste des cabines en plastique qui avaient été posées, pas de faïence. Les sols sont en bois, donc on peut se retrouver avec 3-4 prélèvements par appartement. Ça arrive, mais c'est quand même pas la majorité du genre. Et les bâtiments des années 70 ayant connu de multiples rénovations, et on a quand même beaucoup de matériaux différents. Les locataires, c'est pas un bailleur que je vais apprendre ça, ont aussi beaucoup d'imagination dans l'aménagement de leur logement. Donc, on se rend compte qu'il y a peu d'homogénéité entre logements et qu'en fait, on va avoir assez facilement 10 à 15 prélèvements par appartement, en fait, sans que ce soit un excès de zèle de la part du diagnostiqueur. Par rapport à ça, moi, j'aurais une vision un tout petit peu différenciée. Enfin, je partage ce qui a été dit. Après, à minima, je pense que pour le bailleur, il faut challenger son diagnostiqueur. Lui demander d'expliquer pourquoi. Effectivement, les ZPSO, elles peuvent être, dans certains cas, pas très adaptées parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de rotation, beaucoup de changements, etc. Mais à minima, on a tout intérêt déjà à comprendre la proposition du diagnostiqueur et à le challenger. Malgré tout, là où on va être un peu peut-être pas en désaccord, mais en interprétation différente. On a quand même vu, et vous devez le vivre, il y a eu une baisse extrêmement forte du prix unitaire des prélèvements et des analyses. Et de manière assez concomitante, on a vu une augmentation significative des prélèvements. Alors, il y a de bonnes raisons. Moi, je partage ce que disait M. Stevenson sur il faut faire un très bon diagnostic, donc il faut qu'on soit précis. On a quand même une part des diagnostiqueurs qui, peut-être par simplicité ou par sur couverture, pour limiter vraiment le risque, peut utiliser les ZPSO. Donc, à minima, je pense que, et c'est notre intérêt entre maître d'ouvrage professionnel, c'est de le challenger, lui demander d'expliquer pourquoi il n'utilise pas les ZPSO. Ça peut être totalement justifié, et là, vous aurez votre réponse, et ça sera logique. Ça peut l'être un peu moins, et il faut pousser un peu le diagnostiqueur dans ses retranchements pour qu'on ait une bonne application. Je vais abonder dans ce sens-là, dans le sens où en cherchant à tarauder le diagnostiqueur, même si Philippe doit se dire non Antoine s'il te plaît dis pas ça, mais ça a un intérêt, c'est que ça oblige aussi le donneur d'ordre à comprendre. Et quand le donneur d'ordre comprend, nous ça nous sécurise, parce que quand on fait du bon travail, on est content que notre donneur d'ordre comprenne ce qu'on fait, parce que ça évitera qu'il conteste de bonne foi peut-être, mais en faisant une erreur d'interprétation.
Donc, le fait d'essayer de comprendre ce que fait le diagnostiqueur et de le tarauder, c'est une bonne chose. Pour ça, il y a 2 moyens. Dans le cas d'une grosse opération, il y a quand même le moyen de demander un état après le début des prélèvements, de demander les résultats et de voir de ce qu'il en sort. Parce que ça change énormément. Il y a des fois où on a effectivement des prélèvements on voit qu'il y a une répétitivité qui est quasi systématique, on est dans un cas où il y a peu d'amiante, par exemple, c'est un peu toujours les matériaux qui reviennent. Il faut rester prudent. Mais dans ce cas-là, on sait qu'on peut commencer à élargir un peu nos ZPSO. Et il y a des cas où on a une hétérogénéité complète dès le départ. Et là, ça va vous permettre de savoir que vous allez avoir un chantier sur lequel vous allez avoir plus de prélèvements. Je vais prendre un exemple qui est une expérience faite de diagnostiqueurs beaucoup moins expérimentés qu'aujourd'hui, hein, par mois, à Toulouse, une énorme résidence, 450 logements sur un seul bâtiment. On prélève, difficulté avec le donneur d'ordre, avec une collectivité territoriale qui dit vous prélevez trop, etc. À une époque où, en plus de ça, le nombre de prélèvements était habituellement moins fort. Et puis, inspection du travail qui vient, contestation sur les enduits. Bref, on est parti à 500 prélèvements, on a fini à 2500. Chantier suivant, même donneur d'ordre, toujours moi comme opérateur, qui me dit je veux plus des problèmes qu'on a vécu sur l'autre chantier, ça a été un cauchemar. Le chantier a duré 4 ans pour le démolir, hein. Ça a été vraiment horrible. Donc maintenant, on a un autre chantier qui est juste à côté, c'est bâtiments qui se ressemblent énormément, mêmes années. Vous me prélevez tout, mais je veux pas un problème. Donc c'était un chantier avec moins de logements, 200 logements, 220 de mémoire, 2500 prélèvements, un seul positif. Et en fait, vous voyez qu'on est sur les choses qui se ressemblent. Et en fait, dans un cas, on aurait dû en faire beaucoup plus dès le départ. Et dans l'autre, on aurait pu en faire beaucoup moins à un tiers du chantier en se rendant compte des résultats. Donc ça, c'est le premier point pour challenger ou pour tarauder le diagnostiqueur. C'est aussi, pour le suivre, c'est de suivre les résultats dès le début des investigations. Et la deuxième chose, c'est faites-vous aider d'un AMO. C'est le travail d'un AMO spécialisé en amiante, de suivre ça et de vous conseiller là-dessus et de vous dire oui, là, le diagnostiqueur, ce qu'il dit, c'est cohérent, ou là, il est peut-être en train de forcer le trait, quoi. Donc dernier repérage, qui est un repérage du Code de la santé publique, mais qui est un peu particulier parce qu'il s'inscrit quand même dans sa réalisation en plein milieu du Code du travail, dans le plein milieu de prestations Code du travail. C'est le repérage d'examen visuel après travaux de traitement de l'amiante. Ce repérage, c'est la responsabilité du propriétaire en cas de restitution des locaux aux occupants uniquement. Donc dans le cas d'une démolition, il n'y aurait pas d'obligation de le faire puisque les locaux ne sont pas rendus aux occupants. C'est souvent fait quand même, hein, et c'est même peu conseillé de le faire, mais ce n'est pas une obligation réglementaire. À ce titre-là, la norme d'examen visuel vient d'être révisée et tout récemment, elle est parue en septembre 2021. Ce repérage concerne aussi les matériaux d'un point de vue purement réglementaire, encore une fois, uniquement liste A et B, même si de plus en plus l'habitude vient à l'élargir à tous les matériaux. Quand on fait un examen visuel, on fait tous les matériaux qui sont en train d'être retirés. Cette prestation-là, donc là, la frise que vous voyez, c'est une frise d'un chantier de sous-section 3, donc pas d'intervention, pardon, mais de traitement des matériaux contenant de l'amiante. On dit traitement et pas retrait parce que ça peut être du retrait ou de l'encapsulage aussi. Et donc, cette prestation, elle se place en 2 étapes la plupart du temps. C'est ce qui est encadré en rouge et écrit en vert. D'une part, quand le désamianteur, l'entreprise de traitement de l'amiante, a fini son travail, qu'elle a fait son propre autocontrôle, avant de retirer son confinement, le diagnostiqueur intervient sur commande du donneur d'ordre, du propriétaire, et fait la première étape de son examen visuel. Si tout va bien, ou s'il y a juste des remarques qui peuvent être levées, conformes avec remarques, le confinement est retiré. Après ce dépôt de confinement, il y a la deuxième étape de cet examen visuel. Et ce résultat permet d'être intégré à l'intérieur du DTA, donc du dossier de traçabilité du chantier. Raison pour laquelle aussi il y a peu d'intérêt dans le cas d'une démolition, puisque le DTA dans un bâtiment qui va être démoli, le DTA disparaîtra de fait. Donc cette frise-là, en elle-même, pourrait demander un bon 3/4 d'heure d'explication pour expliquer toutes les étapes. Au moins, vous aurez la diapo pour le regarder. Et voilà, c'est dans un chantier de désamiantage, c'est quelque chose à avoir en tête.
un petit essai de synthèse sur ces différents repérages avec donc les listes de matériaux qui sont concernés par type de repérage, les codes concernés également, les responsabilités et qui sont les donneurs d'ordre. Pour l'examen visuel, je reprécise parce que c'est vraiment un point important, c'est bien le propriétaire qui est le donneur d'ordre de l'examen visuel et non pas l'entreprise de traitement. C'est important, ça a été renforcé dans la nouvelle norme, nouvelle version de la norme d'examen visuel, mais c'est un élément d'indépendance qui est vraiment crucial et qui vous sert, vous aussi, cet examen visuel peut servir aux donneurs d'ordre de vérification de la conformité des travaux qui sont faits par le désamianteur, puisque pour vous, c'est pas évident de rentrer dans les confinements, clairement. Nous, c'est notre métier, on sait le faire et on est équipé pour. Donc, vous pouvez utiliser cette prestation aussi à cette fin-là. Pour conclure, Socotec, vous nous connaissez pour la plupart, mais c'est bon de dire qu'on est capable de vous accompagner dans tous les aspects de cette problématique amiante. Évidemment, les repérages, donc ça c'est Socotec Diagnostic et Philippe Jalaguier qui est là et moi, c'est notre métier, le diagnostic immobilier. Socotec Diagnostic a aussi une branche qui fait les contrôles d'empoussièrement d'amiante dans l'air. On a aussi une branche expertise qui s'occupe de l'AMO dont on parlait tout à l'heure. C'est aussi pour ça que j'insiste dessus, c'est que c'est aussi vraiment le cœur du métier de Socotec de savoir accompagner les donneurs d'ordre sur ces questions-là. Et puis on a aussi une branche alors qui n'est pas chez Socotec Diagnostic, mais qui fait partie du groupe Socotec, qui est de la formation sur ces sujets amiantes, sachant que ces formations amiantes chez Socotec Formation sont beaucoup plus tournées vers les propriétaires, les bailleurs, les donneurs d'ordre. Que vers les diagnostiqueurs. En fait, d'ailleurs, ils ne forment pas les diagnostiqueurs à l'heure actuelle. Donc, ils sont plus tournés vers les clients, la formation amiante auprès des clients, pour maîtriser tous ces sujets. Pour les questions et réponses, on a déjà bien attaqué le sujet, mais si ce que je viens de dire a évoqué d'autres questions. Donc, il y a une observation là aussi, donc M. Riosset, à toute fin utile pour calculer le seuil marché de la consultation, nous comptons au PH Perpignan Méditerranée 30 prélèvements par logement, ce que je considère comme une fourchette haute. Ce ratio intègre les prélèvements et les communs et les extérieurs. Pour la dernière résidence que nous avons démolie, 230 logements, nous étions entre 15 et 20 prélèvements par logement. Voilà. C'est 30 prélèvements par logement. J'ai en tête un marché de 2 bailleurs dans une autre structure que chez Socotec, mais où j'étais auparavant, où c'était ce que le bailleur considérait et limite, il nous faisait des remontrances quand on était un peu en dessous. Donc, quand je disais 10-15, effectivement, j'étais assez optimiste. Et il y a aussi une question de tendance. Il faut garder en tête que tout ça évolue vite et la connaissance de l'amiante évolue vite chez les opérateurs et que on a une tendance à l'inflation de prélèvement. Pour rebondir sur la question des prix, ça n'est pas la baisse de prix qui a fait l'augmentation du nombre de prélèvements. C'est l'augmentation du nombre de prélèvements qui a fait la baisse des prix. Parce que c'est l'industrialisation chez les opérateurs de diagnostic un peu et chez surtout les laboratoires énormément. L'industrialisation qui a permis de baisser les prix. Et cette industrialisation, elle est apparue parce qu'il y avait un volume à absorber. Donc, il y a un moment, il va y avoir ce phénomène-là va s'arrêter. C'est-à-dire que la baisse des prix va se tasser et aussi que l'augmentation du nombre de prélèvements va se tasser. Mais c'est difficile de savoir à quel moment on sera arrivé, à quel moment ce marché-là sera. C'est parce que c'est une question de marché, c'est très clair. Mais à quel moment ce marché-là sera arrivé à maturité et sera plus en perpétuelle évolution. Ce qui est très compliqué pour vous bailleurs, pour vous donneurs d'ordre, c'est que ça évolue et que du coup c'est difficile à suivre. Ça, c'est une certitude. Voilà. D'autres questions? Non. Alban, as-tu quelque chose à rajouter? Non, moi alors j'ai une
une vision un tout petit peu différente et plus côté maître d'ouvrage que côté diagnostiqueur. Je pense que la vérité est un peu entre les deux, comme assez souvent. Non, mais là où on se rejoint avec M. Stevenson, c'est un sujet extrêmement important, c'est un sujet qui peut être coûteux. Là, je rejoins ce que dit M. Stevenson, c'est tous les bailleurs n'ont pas la compétence en interne, donc l'AMO peut être une bonne solution. Et le coût de l'AMO peut être très largement couvert par l'apport qu'il va faire sur l'opération. Donc, quand vous avez des difficultés, des doutes sur des opérations lourdes et importantes, ça peut être intéressant effectivement de se faire accompagner. Ça peut être aussi un très bon relais, un très bon médiateur entre l'entreprise, la maîtrise d'œuvre globale et voire les directs et les CARSAT. Et quand on parle entre professionnels, c'est quand même intéressant d'avoir cet appui-là. Voilà, donc il faut pas, et puis ce que j'ai dit, mais ce qu'on a partagé avec M. Stevenson, il faut challenger ses partenaires, pas que dans le diagnostic d'ailleurs, c'est vrai sur la totalité de nos actions. Et ça a deux avantages, ça peut permettre d'identifier des vrais problèmes, et donc là vous pourrez les traiter. Ça a aussi un avantage après, lorsqu'il n'y a pas de problème et que c'est une vraie réalité, ça permet aussi la montée en compétence du donneur d'ordre. Et là, je rejoins ce que disait M. Stevenson, c'est extrêmement intéressant. Vous allez apprendre sur une opération, et puis l'opération d'après, vous serez plus à même d'échanger, de discuter avec vos partenaires. Voilà. Et après, on est, enfin, ce que proposait Thierry, et je le répète, l'USH est à votre disposition, soit à travers l'association régionale, bien évidemment, mais aussi en direct. Hein, si vous avez des questions, vous pouvez nous joindre, vous aurez sur la présentation le mail. On essaye de répondre assez rapidement sur les sujets. L'amiante, c'est un sujet extrêmement complexe, donc de temps en temps, on a des sujets aussi juridiques qu'il faut traiter qui demandent un peu de temps. Mais on est à votre disposition pour avancer et répondre dans différentes associations régionales. Ce qui est extrêmement aussi intéressant, c'est ces échanges entre bailleurs, puisque entre l'expérience de chacun peut apporter des solutions aux autres. Donc, n'hésitez pas à partager vos expériences et vos difficultés. C'est comme ça qu'on progresse tous ensemble. Il y a une dernière question. Alors, oui, simplement, il y a une précision donc, de l'IET. Donc, j'ai eu 30 prélèvements par logement sur une réhabilitation thermique en site occupé dans mes précédentes fonctions à Toulouse, parce qu'il y avait des plâtres amiantés et les murs intérieurs, et nous avons dû démultiplier les prélèvements. Voilà. Les enduits, les enduits, les plâtres, c'est la pire des choses. C'est la pire des choses qui peut arriver en termes de nombre de prélèvements. Effectivement, parce qu'on prélève par appartement, on a une hétérogénéité, alors on va prélever par pièce et on a encore une hétérogénéité, et puis du coup on va être obligé de prélever par mur, et il arrive qu'on ait encore une hétérogénéité. Le pire des cas étant quand on n'arrive pas à trouver, mais j'ai souvenir d'un cas exactement comme ça, effectivement, où on faisait par logement, ça allait pas, et c'est un vieux cas qui date d'avant 2010, donc à l'époque on ne prélevait pas autant, loin de là, et à la fin pour découvrir qu'il y avait 2 murs dans les cuisines qui étaient positifs, mais c'est le cas de la botte de foin et de la paille. C'est-à-dire que si vous prenez une botte de paille, dans une botte de foin, vous prenez une poignée de paille et que vous cherchez à avoir une aiguille, s'il y a 1000 aiguilles dans la botte de foin, vous avez une chance de tomber dessus. S'il n'y en a qu'une, en fait, il va falloir prendre plusieurs fois pour arriver à choper l'aiguille. Voilà. Et voire peut-être on n'y arrivera pas, même si on sait qu'elle y est. Et nous, diagnostiqueurs, on fait que de la statistique. Et la question, c'est quel est le degré de granularité de cette statistique qu'il faut faire. Et c'est là la difficulté. Et on peut souvent pas arriver à faire ça bien si on ne travaille pas avec le donneur d'ordre. Encore une fois, l'échange est primordial.